Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la déclaration et à l'initialisation des variables de champ, c'est-à-dire des attributs que vous avez donc dans vos classes et qui représentent les données portées par les objets de votre classe. Donc d'abord, nous allons rappeler ce que c'est qu'une primitive, puisque cette vidéo démarre le chapitre sur les primitives. Nous allons rappeler ce que c'est qu'une primitive. Ensuite, nous allons voir comment déclarer un champ de données dans une classe. Rien de bien méchant, bien entendu, il faut juste prendre garde à quelques éléments. Et ensuite, au niveau de l'initialisation, eh bien, nous verrons que nous avons la possibilité d'initialiser les variables à différents endroits. L'initialisation étant le minimum à faire quand on manipule une variable, évidemment. Alors tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est une primitive, ou une introduction à ce qu'est une primitive. En Java, langage orienté objet, tout n'est pas objet. Et les types primitifs sont justement les types fondamentaux non objets de Java, à savoir que les types primitifs permettent de construire des variables dont le nom même est la donnée. Les données primitives sont classiquement placées sur la pile, alors en particulier lorsque vous allez utiliser ce genre de variable à l'intérieur du main, par exemple, vous déclarez un int, et bien le int est tout simplement empilé. La pile est une zone mémoire d'accès assez rapide, d'une taille limitée, accès assez rapide mais qui ne fonctionne que par j'empile et je dépile. Contrairement donc à la zone mémoire que l'on appellera le tas, heap, dans lequel vous créez habituellement vos objets, vos données. Les valeurs possibles sont déterminées par le type que vous allez associer à votre variable. Et effectivement, le type primitif, suivant ce qu'il est, permet de stocker des entiers, des flottants, des caractères, des booléens, et dans le cas des numériques, eh bien, déterminera aussi les valeurs possibles. L'ensemble des valeurs possibles, une valeur minimum jusqu'à une valeur maximum. À noter qu'en Java, il n'est pas possible de créer de nouveaux types primitifs. Ces types primitifs sont inscrits dans le langage Java, et ils ne sont pas très nombreux. Nous allons revenir plus tard sur cette notion. Alors lorsqu'on déclare un champ de données, eh bien il convient tout simplement, à part la visibilité, de donner le type et le nom de la variable. Alors en général on associe effectivement au champ de données une visibilité private, puisque cette visibilité indiquera que l'on ne peut pas venir modifier, lire, choucrouter, abîmer la valeur de cet attribut de l'extérieur. On peut aussi rajouter une valeur par défaut qui consiste, dans le cas présent, à écrire private une valeur égale et à donner une valeur. À noter que les champs de données sont initialisés à 0 par défaut, donc on se retrouverait a priori sans avoir donné de valeur ici, sans avoir donné de valeur d'initialisation, on se retrouverait à avoir 0 pour la valeur du dé, ce qui n'est pas normal puisque mon dé en fait est prévu pour des valeurs de 1 à 6. Alors pour initialiser le champ de données, on a plusieurs possibilités. Donc soit donner une valeur à ce champ au moment de la déclaration, c'est ce qu'on appellerait l'initialisation. L'initialisation par défaut, en fait, c'est 0. Alors c'est du 0 ou à peu près, j'ai l'habitude de dire ou à peu près, même si évidemment cette valeur d'initialisation dépend du type que vous utilisez. Si vous utilisez un type entier, c'est 0. Si vous utilisez un type flottant, 0.0. Si vous utilisez une référence, nul. Ou si vous utilisez un booléen, c'est false. Si vous utilisez un caractère, je ne l'ai pas noté sur le slide, mais c'est \u 0000. Donc en gros, l'initialisation des champs de données est faite automatiquement par le compilateur Java, mais en général, on ne peut pas simplement se reposer sur cette valeur qui vaut 0 ou à peu près, et on va donner une valeur. On peut aussi écrire le code d'initialisation dans un constructeur, l'effet est exactement le même, à savoir que lorsque l'objet sera construit, eh bien la variable aura une valeur correcte. Alors regardons dans NetBeans donc ce que cela peut. Pour le mettre en œuvre dans NetBeans, nous allons avoir besoin d'un projet, donc il n'y a pas vraiment de projet avant sur cette partie-là. Je vais donc créer un nouveau projet Java Application, tout simplement. Je vais l'appeler donc du nom de ce module. Donc nous sommes dans le 178.05.00. Concernant les primitives, je lui laisse pas créer la classe principale, surtout avec un nom comme ça. Et donc dans les source packages, je vais venir créer une classe Java. Alors je crée une classe Java. Ici donc je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler la classe D par exemple, puisqu'on a déjà beaucoup joué avec la classe D.
dans un package qui s'appelle jeux de dés. Cette classe D, donc pour l'instant n'a pas d'attributs. Imaginons que je stocke quelques attributs à l'intérieur. Donc, première chose, je vais stocker par exemple la valeur. La valeur est une information privée dans la classe D, donc je vais laisser cet attribut, ce champ de données en privé. C'est une valeur qui est un int. Alors, bien sûr, je pourrais essayer d'être plus pertinent, plus efficace et essayer d'économiser l'espace occupé par cette valeur qui va finalement prendre de 1 à 6. Mais comme on verra, ou comme on a déjà vu, eh bien, les types entiers, en fait, sont très souvent ramenés à être des int. Donc, je préfère laisser int ici. Et j'appelle cette valeur D. Par défaut, si donc je construis un objet D et que je veux tester cette valeur de D, eh bien je vais me retrouver avec 0. Alors pour illustrer le fait, je vais tout simplement créer un getValeur, un getter, une méthode d'accès à l'attribut qui va retourner valeur du D ici. Voilà. Je vais venir maintenant créer une classe principale pour montrer effectivement quelle est la valeur de ce D. Donc dans jeu de D ici, je viens créer une Java class que j'appelle classe principale. Donc cette classe s'appelle comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Ce qui est important par contre, c'est le fait qu'elle va contenir une fonction qui a une signature imposée, public static void main, string crochet crochet. String crochet crochet représentant le tableau des arguments de la ligne de commande. On a l'habitude de les appeler args, mais peu importe. Et ici, donc dans ce main, je vais venir créer un objet D, D égale new D, et je vais venir tester new D en majuscule ici, puisque par convention les classes Java commencent par une majuscule, et je vais venir ici, system.out.println, le D vaut, venir afficher donc la valeur du D, tout simplement, d.getValeur. Voilà. Donc je vais simplement exécuter ce petit bout de code. Ici, toc, run file. Je vais exécuter le main de façon séquentielle et je vois que le D vaut 0. Alors, je ne dis pas que c'est logique, hein, c'est tout à fait logique. Je ne dis pas que ça pourrait pas être laissé comme ça, mais personnellement, je préférerais que le D soit conforme à sa spécification, à savoir qu'il sort une valeur entre 1 et 6. Donc pour ce faire, je vais venir sur ma classe D et donner, par exemple, initialisation ici, 4 comme valeur. Donc maintenant, quand je relance ma valeur, mon application, le main, donc ici que je trouve dans jeu de D, point principal, étant donné que je suis passé par le petit bouton vert, NetBeans me demande de confirmer que c'est bien ça la classe principale. Effectivement, le D vaut maintenant 4, ce qui est quand même beaucoup plus correct. Mon initialisation, je l'ai réalisée comme ça, donc au moment de la déclaration. J'aurais pu aussi venir le faire dans un constructeur. Je rappelle qu'un constructeur est une méthode presque comme les autres, à savoir que c'est une méthode qui porte le nom de la classe qui n'a pas de type de retour. Ce constructeur-là sera déclenché automatiquement lorsque je vais faire new D. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Et donc ici, par exemple, je propose de donner la valeur 5 à ma valeur de D. Donc maintenant, quand je sauvegarde et que j'exécute mon application, effectivement, le D vaut 5. Donc ça veut dire que la première initialisation qui a été faite au moment de la déclaration a été surpassée par l'initialisation que je fais dans le constructeur. Je pourrais bien entendu ne pas avoir l'initialisation au niveau de la déclaration. Dans ce cas-là, quand j'exécute, bien sûr, j'ai un résultat 5 et le 4 n'a pas été pris en compte. Si j'ai affaire à des types différents de int, bien entendu, les valeurs d'initialisation doivent être adaptées, à savoir que tout ce qui est double float, autrement dit des types réels, doivent avoir des valeurs d'initialisation qui prennent des types réels, bien qu'il y a pas mal de conversions de types qui soient autorisées. Si j'ai un attribut qui est une string, eh bien il faudra évidemment que j'ai une valeur d'initialisation qui soit cohérente et qui soit donc une chaîne de caractères. Voilà ce que j'en peux dire donc sur les initialisateurs des valeurs de champs de données. Je rappelle que l'ordre ne compte pas, on peut avoir des choses comme ça dans la classe, mais il est clair que, pas de problème pour que ce soit comme ça dans un ordre quelconque, mais il est clair que pour la lisibilité, on essaie de garder les choses qui sont cohérentes entre elles, les unes à côté des autres. Souvent les attributs sont placés en blocs, finalement les uns à côté des autres. Voilà. Donc voilà.
Dans cette vidéo, donc, nous avons couvert l'initialisation des champs de données. Donc d'abord en rappelant ce qu'était une primitive, ensuite en voyant donc comment déclarer un champ de données dans une classe, et en regardant comment initialiser un champ de données, donc avec différentes possibilités, suivant que vous faites une initialisation au moment de la déclaration, ou si vous attendez d'être dans un constructeur pour la faire.